ça y est, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. C'est Charlie qui me disait où sont les gens, est-ce qu'ils sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Paris, etc. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je suis très, 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 très heureux de recevoir aujourd'hui pour ce webinaire Shirley Billot et Joséphine Garrick. On va faire un webinaire sur la thématique entrepreneur abandonner une carrière prometteuse et rassurante. Alors là, pour le coup, nos deux intervenantes ont beaucoup de choses à nous dire dessus. Ce qui est génial en plus, c'est qu'elles se connaissent très bien, donc j'aurai presque pas de questions à poser. Juste avant que je vous donne la parole et que je vous remercie encore infiniment, Shirley et Joséphine, d'avoir accepté de participer à ce webinaire, je vais accueillir les invités. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous mets un petit bonjour dans le chat, comme ça vous verrez que vous avez la possibilité de parler dans le chat. Quand vous avez des questions, vous avez un petit espace pour les questions. Vous pouvez nous poser vos questions. Et puis, je vous ai déjà mis un petit sondage, puisque effectivement, Charlie nous disait, mais où sont les gens? Donc, je vous ai mis un petit sondage pour savoir si vous êtes à Paris, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou autre. Donc, vous pouvez déjà répondre à ce petit sondage. Et puis, tiens, Charlie, pourquoi on ne leur demande pas s'ils sont entrepreneurs, salariés, etc. Ouais, voilà. ouais. Hein, ça peut être pas mal. Donc, êtes-vous. Donc, je suis. Et pour le coup, est-ce qu'il y a des femmes et des hommes? J'aimerais bien savoir la proportion, tant qu'à faire. C'est bien ça. Et puis, s'il y en a qui sont en train d'hésiter. Et je vois que la Martinique est en force, hein, 57%. Non, c'est pas normal ça. Voilà. Bon, tu aurais dû mettre le Sénégal, hein. Franchement, la prochaine fois, quand je me présenterai, on réglera ce problème. Exactement. Donc, homme ou femme? Je mets homme. Ah, il y a 67% de salariés. Le thème est bien fait. Le thème est bien fait. Voilà, allez, je mets une question, je pense à me lancer. Je pense à couper le cordon. Voilà, ok, très intéressant. Ah, il y a... Non. Ah oui, pour l'instant, il y a 6 femmes qui ont voté, ce qui dit 100% de femmes. Waouh. Elles sont plus sérieuses. Elles sont plus rapides. Ok, bon, super. Donc, ça, là, vous avez tout découvert. Donc, quand vous voulez nous dire bonjour, c'est dans le chat. Quand vous voulez poser des questions, vous avez, comme moi, le droit de poser des questions. Donc, vous avez un petit onglet questions pour poser vos questions. Et puis, dans le sondage, nous, on voit un petit peu qui vous êtes. Ça nous permet de comprendre qui vous êtes. Merci infiniment, Shirley et Joséphine. Je voulais remercier dans mon équipe ceux qui m'ont aidé, donc l'équipe Arutech, ceux qui m'ont aidé à organiser ce webinaire. Et puis, je voulais passer un petit coucou, remercier vraiment Laïsa Marie et Ludovic Herbil, qui étaient les premiers invités. Et je les ai appelés en panique en leur disant mais waouh, mais c'était super le premier webinaire, mais j'ai pas du tout les invités pour la suite. Et donc, ils m'ont fait des suggestions et vous êtes là aujourd'hui, Joséphine et Shirley. Je n'aurais pas osé vous contacter parce que le niveau est très haut, mais ils m'ont dit, vas-y, lance-toi. Et Shirley, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on devait avoir Charlotte qui a eu un empêchement. Et hier soir, comme ça, de façon fébrile, j'ai envoyé un petit message et puis tu as accepté au pied levé d'être là. Et puis Joséphine me dit, waouh, super, c'est Shirley, etc. Donc, le monde est bien fait. Alors, on va lancer la thématique. Donc, je rappelle la thématique, entrepreneur, abandonner une carrière prometteuse, une carrière rassurante, donc pour se lancer dans le vide. Donc, on va traiter cette problématique pendant 1 heure. Ce qui m'intéresse déjà, évidemment, même si vous êtes des superstars, Shirley et Joséphine, que vous vous présentiez très rapidement. Voilà, dites-nous qui vous êtes, parlez-moi de votre parcours. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir au niveau du salariat, ce que vous avez fait, puisqu'à un moment donné, vous avez fait la transition. Ce qui est super intéressant avec Joséphine, c'est que toi, tu es revenu dans le salariat, tu as quelque chose un petit peu qui est hybride. Donc, on a tous les cas de figure, on va se régaler. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Si Shirley, je t'en prie. C'est la plus vieille, c'est ça? Ok. La grande sœur plutôt, la grande sœur. Donc, je suis ravie d'être là ce soir pour partager des expériences de vie. Donc, pour le coup, alors, pour aller rapidement, moi, j'ai quitté la Martinique pour passer mon bac à Paris. Et donc, comme beaucoup en fait d'Antillais ou d'Ultramarins, on est obligé de partir de chez nous pour étudier en France hexagonale. Et donc, voilà, j'ai suivi des études d'économie. J'ai eu la chance d'avoir une carrière dans le monde du conseil sur un ERP qu'on appelle SAP.
et qui m'a permis de voyager dans pas mal de pays. J'ai été une des expertes européennes sur des modules qu'on appelait CRM. C'était tout ce qui était Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client. Et donc, j'ai développé une expertise sur ce logiciel, sur les thématiques de supply chain et CRM. Et j'ai fait ça pendant presque 8 ans. Et puis, je suis devenue maman. Et j'avoue que je n'avais pas envie que mon fils grandisse dans une ville comme Paris. Je voulais revenir proche de ma famille. Et donc, j'ai fait ce choix de rentrer travailler et vivre chez moi. Donc, pour le coup, j'ai fait 3 ans en Guadeloupe, 2 ans en Martinique. Et je voyageais sur les 2 îles pendant les 3 premières années entre la Guadeloupe et la Martinique parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a laissé piloter ces sociétés. Parce qu'en rentrant aux Antilles, comme beaucoup de, je suppose, de jeunes, on ne trouve pas de boulot à sa hauteur, souvent. Et donc, ce que je faisais n'existait pas. Et donc, j'ai eu la chance de diriger des sociétés pendant 3 ans, où on faisait de l'import, forcément, en grande distribution, et aussi au téléachat. C'était génial, je me suis éclatée. Là, j'ai commencé à pas dormir, en fait, parce que on m'a filé les chéquiers de la boîte carrément, et moi, ça m'a trop stressée. Et beaucoup de responsabilités. Et puis, au bout de 3 ans, je voulais pour le coup être en Martinique parce que mon fils grandissait et j'avais besoin de mes parents. Et donc, pour le coup, j'ai déménagé et je me suis installée en Martinique. Et pour le coup, j'ai changé de société. Et là, j'ai dirigé 2 autres sociétés cette fois-ci, mais dans le milieu de la pharma, où j'étais distributeur en pharmacie de produits pharmaceutiques et aussi de para, en fait. Et puis, donc voilà, en gros, c'est ça. Parce que là, c'est le parcours. Hein, je ne déborde pas sur le reste. Voilà, et donc, pour le coup, c'est à ce moment-là que je rentre aux Antilles, que je vis. Et là, suspense, 2009 arrive. Voilà, 2009 arrive. Super. Et là, je m'arrête là. Et la suite, c'est après Joséphine. Bon, quelle transition. Belle transition. Je vais rebondir dessus. Moi, je suis arrivée en Guadeloupe en 2008. Et donc, du coup, j'ai vécu la crise du LKP de plein fouet. Non, t'as pas le droit d'en parler, c'est après. T'as pas le droit d'en parler, c'est après. Je reviens sur mon parcours, mais c'était pour faire la bonne transition. Donc, on aurait pu se croiser, en fait. Hein. Vraiment. Alors, donc, du coup, moi, je suis sénégalaise, donc la plus guadeloupéenne des Sénégalaises, mais je suis quand même sénégalaise et fière de l'être. Donc moi j'ai grandi au Sénégal. Après mon bac, je suis partie à Montpellier. Donc j'ai commencé une fac de médecine, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais j'avais toujours cette fibre un peu humanitaire. Voilà, je voulais aider et en fait je voulais être chef de mission en cas de crise humanitaire. Donc voilà, être envoyé sur des missions, etc. Et donc du coup, on m'avait dit la voie royale, c'est la médecine. Donc j'ai dit ok, on y va, on fait médecine. Et bon, malheureusement, les études étaient difficiles, hein. Bien sûr, c'est des études de médecine, mais c'était pas ça qui moi m'animait vraiment. Le problème, c'est que moi, je voulais vraiment être gestionnaire, gérer des budgets, gérer des humains, gérer de la logistique, etc. Et donc un de mes professeurs de physiologie m'avait dit non mais écoute, oui, il y a la médecine, mais il y a aussi d'autres choses pour y parvenir. Donc du coup, j'ai dit ok, merci pour le conseil et ça m'évitera au passage de longues années d'études pour au final ne pas forcément arriver à l'objectif. Donc du coup, j'ai décidé de changer de branche et donc je suis allée dans une école supérieure de commerce, mais qui avait la particularité d'avoir cette partie gestion de crise humanitaire. Et donc voilà, donc j'ai passé quelques années et donc j'ai travaillé un peu dans l'humanitaire. J'ai eu la chance ou la malchance de travailler pendant le tsunami qu'il y avait eu en Indonésie. Et du coup, bon, j'ai découvert un monde qui ne m'était pas forcément finalement destiné parce que bon, c'est assez particulier l'humanitaire finalement. Et donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire d'être dans un monde de requins, mais transformé un peu en dauphin, là, je préfère être chez les vrais requins et savoir en tout cas comment ils font. Et puis après, peut-être faire du business différemment. Donc, c'est toujours ce qui m'a animée. Et donc pour moi, l'objectif, c'était vraiment de garder cette fibre, mais d'apprendre des plus grands pour pouvoir après aller aider les petits. Donc ça a toujours été mon leitmotiv, voilà. Donc avec cette vision, cette stratégie en place, donc je me suis vraiment plus orientée sur la partie vraiment business de mes études.
Et donc, j'ai passé ensuite un semestre à Mexico où j'ai fait une spécialisation en négociation internationale et spécialisée Amérique latine et Caraïbes. Et donc, à la fin de ces études, je suis arrivée en Guadeloupe, donc en fin 2008. Et j'ai travaillé dans un grand groupe de la place, donc dans la grande distribution. Et voilà, donc j'étais chef produit, j'étais chef de business unit. Et donc, je distribuais des marques leaders nationales. Donc voilà, donc j'ai eu cette chance d'avoir intégré ce groupe parce que ça m'a beaucoup appris. Et puis, voilà, en plein 2009, donc la suite après Shirley. Ok, excellent, excellent. Donc, du coup, c'est clair pour moi. Donc, Shirley, c'est 2009, c'est le tournant pour toi au niveau entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, en fait, ça commence. Moi, je vis 2009 d'une façon. En fait, 2009, pour moi, c'est vraiment une révélation. Parce que, alors, pour info, moi, je viens d'une famille avec des parents très engagés. Mes deux parents ont été syndicalistes en Martinique. Mon père était FO, représentant FO, et ma mère était CFTC, donc déléguée CFTC Martinique. Donc, je vis avec des parents syndicalistes. Donc, les grèves, moi, je connais. Depuis enfant, j'en fais. Et puis, mes deux parents sont activistes dans l'environnement. Mon père était trésorier d'une association qui s'appelait Oui et Oui, et ma mère a cofondé Puma pour une Martinique autrement, où en fait ils font des enquêtes sur notamment les produits phytosanitaires. C'est ma mère qui a dénoncé la première le scandale du chlordécone, même si ça lui a valu quand même quelques menaces. Et donc en fait moi j'ai grandi dans une famille très activiste. On est autosuffisant dans notre jardin, donc on récupère notre pluie. Enfin bref, donc 2009 en fait je me dis, moi je suis d'accord, ça va pas en fait. Je vois bien il y a des choses qui vont pas. La vie est chère. Il y a peu de débouchés, peu de perspectives. C'est difficile pour nous de rentrer, de trouver des emplois qu'on aimerait avoir parce que on n'est pas forcément prioritaire. Moi, j'ai le souvenir d'un grand groupe de la place qui, quand je suis rentrée en Martinique pour trouver du travail, m'a dit qu'il ne m'embauchait pas parce qu'il avait peur que je me tropicalise. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais ça m'avait beaucoup choquée. Surtout que j'étais quand même multidiplômée de bac plus 5 et tout. Bref. Et donc, je me suis dit, en fait, une chose, c'est soit je m'en vais, en fait, parce que c'est vrai que je n'aime pas ça, soit je m'en vais et je reviens plus, soit je fais quelque chose, en fait. Et j'avais envie de m'engager de façon active, en fait, pour mon île. Et il se trouve que donc ces grèves me marquent profondément. Et puis, j'ai la chance de vivre un harcèlement moral au travail. C'est un truc incroyable, d'une telle violence qu'en fait, pour le coup, je me dis, ça me remet beaucoup en question parce que c'est extrêmement destructeur d'ailleurs. Et je me dis, je peux plus travailler pour un con. Ça, c'est plus possible. Et puis, pour le coup. Et en fait, donc, moi, je passe des entretiens pour le coup en métropole. Et je suis en finaliste pour diriger un gros cabinet de conseil en France sur SAP de nouveau. Et je suis avec quelqu'un et je réussis. Donc, je suis en finale. On était 200 candidats et j'arrive en finale. Et le patron me dit, OK, je vais vous laisser la direction. Et là, je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, c'est une belle carrière, c'est une belle opportunité, mais j'ai plus envie, en fait. Je peux plus travailler pour l'argent. Enfin, c'est important, hein, mais je ne peux plus travailler que pour ça. Et pour moi, revenir en France pour refaire un boulot classique, c'était comme si j'avais oublié c'est comme si j'oubliais, entre guillemets, mes origines et mon expérience martiniquaise. Et en fait, j'ai fait un blocage. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et j'avais cette idée folle depuis 2 mois. J'arrêtais pas de rêver de banane. Ouais, c'est vrai. J'arrêtais pas de rêver de banane. Et je lisais plein d'études scientifiques parce que je suis passionnée. En fait, je dors pas beaucoup. Je dors 4 heures par nuit en général. En ce moment, c'est 1 heure, c'est pas beaucoup, mais généralement, c'est 4 heures. Et donc, j'ai du temps. Et donc, je lis beaucoup de choses. Et je me disais, c'est dingue, il y a vachement de trucs dans la banane, c'est incroyable. Et pourquoi personne ne fait rien? Et il se trouve qu'à ce moment-là, dans la même semaine, ma mère m'emmène avec elle parce qu'elle faisait un reportage sur la filière banane. Et elle m'emmène rencontrer le patron de la filière banane. Et en fait, je les écoute parler. Et puis, lui, il me dit, mais en fait, c'est bizarre. Enfin, toi, je joue avec mon téléphone parce que je m'ennuie un peu. Et puis, il me dit, toi, tu joues avec ton téléphone, mais en fait, ça t'intéresse pas ce qu'on dit? Je fais, si, vous faites toujours que la même chose. Vous faites de l'agriculture, vous prenez des subventions, en fait, et puis, so what? Vous jetez 40 000 tonnes de bananes en Martinique juste parce qu'elles sont moches. Et en fait, alors que la richesse, elle est dans la transformation, elle n'est pas
dans l'agriculture pure parce qu'on est en concurrence avec d'autres pays. Donc, il faut transformer. Il y a tellement de choses intéressantes. Et il me dit, mais ok, tu parles beaucoup, tu as beaucoup d'idées. Reviens voir avec ton projet. Voilà, c'est ça. Et ça a démarré comme ça, l'idée d'être entrepreneur. Parce qu'en fait, je ne voulais pas être entrepreneur, moi, personnellement. Je suis d'une génération, j'ai 48 ans. Donc, je suis quand même d'une génération je suis plus vieille que vous. Et de ma génération, on était juste éduqués pour devenir des bons cadres dirigeants. En fait, moi, je n'avais pas l'ambition d'être entrepreneur. Mes parents, mon père était fonctionnaire, ma mère était femme au foyer, même si elle était très engagée. Je ne pensais absolument pas devenir entrepreneur. Pour moi, en plus, avec des parents syndicalistes. C'était même pas je n'y pensais pas. En fait, je suis passée à l'étape d'entrepreneur parce qu'en fait, pour 2 raisons. D'abord, parce que je voulais m'engager. Et ensuite, parce que finalement, j'ai vécu ce harcèlement qui m'a donné la force peut-être de faire autre chose. Parce que je n'avais plus envie de travailler pour quelqu'un. Et donc, et finalement, les Américains, ils appellent ça la serendipity. C'est une concordance de rencontres, d'événements qui font que quelque chose devient possible. On peut appeler ça la synchronicité. Moi, je ne sais pas. Moi, je crois beaucoup aux rêves et aux rencontres. Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était mon karma. Tout était fait pour que je travaille sur la banane. Je ne sais pas pourquoi. Et pour le coup, j'ai démarré d'abord en faisant une étude de faisabilité soutenue par la filière banane. J'ai lancé un programme de recherche pour savoir s'il y avait des choses intéressantes dans la peau de la banane. Parce que la peau, je trouvais ça intéressant, puis il y a beaucoup de déchets de peau. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. J'ai fait l'étude de marché. Je me suis dit, pourquoi pas? Et au bout d'1 an, justement, la filière m'a demandé, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux travailler pour nous? Ou est-ce que tu veux créer ta boîte? Et j'étais pas prête à retravailler comme salariée. Et j'ai dit, je préfère créer ma boîte. J'avais envie d'aller au bout de mon idée. Et c'est parti comme ça. C'était pas programmé. C'était pas voulu. C'était pas dans mon ADN au départ. Et je suis devenue entrepreneur, je dirais, par la force de la passion et de l'engagement, avec une volonté de faire quelque chose pour participer à la transformation économique de mon île. Voilà, c'était ça en fait. Ok. Voilà, mais tout le monde est sans voix. C'est tellement énorme. Et je précise, hein, j'ai démarré, j'étais au chômage avec mes droits aux ACDIC. Je n'avais aucune fortune personnelle. Je précise quand même. On va parler de ça. J'ai prévu cette question-là. Magnifique. Joséphine, toi, alors, c'est quoi? Parce que du coup, comme on disait en introduction, toi, tu as fait le passage entrepreneuriat puis salariat, etc. Donc, explique-nous comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi le déclic? Voilà, on revient. Donc, on est en 2008, c'est ça? On est toujours en 2008? C'est ça, on est en 2008. On est en 2008, donc j'arrive dans cette magnifique île. Donc déjà, ça a été compliqué tout de suite, parce qu'on a quand même ce poids de l'éducation, ce poids familial. Donc Shirley, c'est ma grande sœur, mais même moi, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément hyper accepté dans la famille, en tout cas à ce moment-là. Donc j'arrive en 2008, déjà en Guadeloupe, mon père me dit non mais c'est trop petit, tu vas faire quoi, tu vas t'ennuyer, etc. Donc je dis mais non, t'inquiète pas. Donc voilà, donc j'intègre ce groupe et puis je tombe en plein LKP. Et donc là, comme je suis très proche des chiffres, on me demande de calculer en fait les marges, etc., la direction des fraudes qui débarquent dans les bureaux. Et donc voilà, je plonge en plein dedans à calculer les marges des distributeurs, etc., etc. Et là, je découvre que oui, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Donc je le savais déjà parce que je suis arrivée en Guadeloupe pas comme ça par hasard. En fait, comme je le disais tout à l'heure, donc je suis sénégalaise, mais je suis vraiment passionnée par les cultures créoles post-esclavage. Et je voulais faire de l'anthropologie et je me disais, la Guadeloupe est quand même un territoire assez complexe à plusieurs égards. Et donc, ça pourrait être un bon cas d'école. Mais je n'avais pas prévu 2009. Donc, voilà. Donc, me voilà en plein dedans. J'avais pas mis ma photo sur mon CV. Donc voilà, on va pas faire de polémique. Mais du coup, je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et puis, ça a été compliqué, cette période de 2009. Et là, je découvre donc des entreprises qui ont le monopole et d'autres qui sont quand même valeureuses, certes, mais qui ont quand même du mal à émerger, à sortir la tête de l'eau. Et puis, très peu d'industrialisation.
Donc ça, c'est un point qui est très important pour moi. Et du coup, peu de possibilités, en fait, hein, d'inverser un peu la tendance. Donc je me dis, bon, voilà, quand on a une balance commerciale, bon, je ne vais pas faire trop d'économies ici, mais quand on a une balance commerciale qui est déficitaire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour inverser la tendance? Donc voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se dire qu'il faut un peu plus vendre à l'extérieur, il faut un peu plus faire de l'industrie, il faut un peu plus garder de la valeur ajoutée sur le territoire et un peu moins importer. Donc voilà, donc me voilà femme très engagée quand même que je suis, en me disant, bon, comment je vais faire pour apporter ma petite pierre à tout ça? Et je commence en fait sur ma terrasse en fait à faire quelques business plans, à aider des personnes à avoir une vision un peu plus stratégique, un peu plus structurée, à donner des conseils. Et mon ami de l'époque me dit, d'ailleurs que je remercie au passage, il me dit, bon, écoute, on va pas à la plage. On va pas au resto parce que tu passes ta vie sur ta terrasse en train de faire des trucs gratos. Donc, écoute, monte ta boîte, quoi. Enfin, parce que là, au moins, ça nous payera des vacances. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Voilà. Donc, j'avais 25 ans à l'époque. Et donc déjà, je dis à mon papa que je vais en Guadeloupe et ensuite je lui dis, je commence à faire ma société. Il me dit, mais t'as pas le droit de faire une société alors que tu travailles. Je lui dis, voilà, mais bon, écoute, on verra, hein, on verra ce qui va se passer. Et puis voilà, d'ici là, on verra bien. Donc, me voilà commençant. Donc, comme j'aime bien faire les choses bien, donc je commence à monter auto-entrepreneur à l'époque et ensuite, je transforme la société. Et puis, voilà, je continue quand même à travailler dans ce groupe. Mais de plus en plus, je me dis, bon, là, Joséphine, faut y aller. Il faut passer la vitesse d'après et il faut se lancer. Et il faut vraiment là faire des vraies choses avec des sociétés qui ont vraiment besoin de se lancer. Et du coup, c'est comme ça que démarre vraiment ma partie stratégie d'accompagnement à l'export pour les sociétés qui le veulent en tout cas et qui veulent en tout cas se structurer pour passer le step d'après. Voilà comment je me lance. Ok. Et juste pour comprendre, parce que là aujourd'hui tu n'es plus en Guadeloupe, Voilà. Tu as commencé ta création en Guadeloupe et puis après du coup tu es parti. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu une phase où tu as décidé de te lancer à fond dans l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as toujours eu cette approche un peu hybride? Voilà, explique-moi un peu comment ça s'est passé. Alors, donc à ce moment, donc à un moment donné, hein, donc c'était en 2012, je me décide vraiment à là, par contre, vraiment entreprendre à 100%. Et puis parce que bon, au passage, hein, mon boss de l'époque, donc qui me connaissait bien, savait que j'avais besoin d'une capacité de travail importante, et donc il savait aussi, donc j'avais été très transparente avec lui que j'avais également des activités un petit peu à côté. Donc bon, ça il comprenait, sauf qu'à un moment donné, il fallait faire un choix, et moi j'ai fait le choix de me lancer. Donc, choix quand même, du coup, c'est le thème de ton. Ouais. C'est le thème. Voilà, parce que bon, j'avais devant moi quand même une très belle carrière qui approchait. Voilà, j'allais peut-être être mutée en Guyane ou à La Réunion. Donc, non, j'avais vraiment ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait, les packages qu'il fallait, etc. Mais voilà, aujourd'hui, comme l'a dit Charlie tout à l'heure, je pense que, bon, d'une part, il y a le fait de pas forcément au bout d'un moment toujours travailler pour l'argent. Ça, c'est une première chose. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours ces phases où je prends un peu de recul sur ma vie, je la regarde et je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Donc, des questions très existentielles, je le reconnais, je le conçois. Mais moi, en tout cas, j'ai besoin d'avoir du sens. J'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. Et j'ai besoin aussi de me dire, bon, qu'est-ce que j'apporte dans mon quotidien voilà, à des personnes et qu'est-ce que j'apporte comme pierre à l'édifice. Donc, c'est quand même cet engagement qui fait qu'à un moment donné, par recherche de sens, en tout cas pour moi, de mon côté, tu te dis, bon, oui, certes, c'est confortable, mais tu es encore jeune et il y a des gens qui ont besoin de toi. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on peut y aller. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix. Et comment je suis arrivée, du coup, à Paris? La personne que tu as invitée ce soir est la bonne personne.
Ah bah attends, Non. il n'y a jamais de hasard Ah dans ouais. la vie. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Alors ça, du coup. Donc écoute, donc en 2012, je monte une agence donc hybride. On avait une agence donc de communication, publicité, et puis une partie donc export. Mais au départ, on s'était focalisé sur la partie communication parce que bon voilà, quand j'accompagne les entrepreneurs, je leur dis toujours qu'à un moment donné, il faut être quand même focus. Donc, on avait décidé au départ de se focaliser sur cette partie et ensuite de faire une partie internationale. Donc, et là, du coup, pour avoir cette envergure internationale, l'idée, c'était à un moment donné de se déplacer sur la métropole. Donc, on a fait beaucoup de choses avec mes collaborateurs et associés. Et donc, à un moment donné, Monsieur Xavier Niel dit, voilà, je vais créer la future Silicon Valley de la France, donc en l'occurrence Station F. Et donc, du coup, moi, je me dis, là, il faut que j'y sois. Donc, bien entendu, comme d'habitude, hein, je ne sais pas comment je vais y parvenir, mais je me dis, il faut que j'y sois. Et puis, donc je travaille, je fais les dossiers qu'il faut, etc. Enfin, je me prépare sans savoir comment je vais y arriver, hein, mais je me prépare. Et là, j'avais rencontré Shirley, je pense, je sais plus comment on s'était rencontrés, mais en tout cas, je l'avais dans mes contacts. Et je lui envoie mon dossier. Elle était dans Outre-mer Network. Et là, voilà, je peux la laisser continuer d'ailleurs peut-être, mais voilà comment ça a été le trait d'union vers Paris, parce que bon, aller à Paris comme ça avec ses valises, c'était bien beau, mais il fallait avoir un projet structuré derrière. Et pour moi, le target, c'était Station F. Et donc, grâce à Shirley, en l'occurrence, on a pu y accéder. Voilà. Wow. Voilà comment on est arrivé donc, à Paris dans cet accélérateur. Voilà. Ok, tu veux dire un petit mot sur ça, Shirley? Ben, en fait, je trouve que c'est… Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé ou des fois, c'est un petit coup de pouce et ça change tout. Et je trouve que c'est bien de rendre sans rien attendre en retour. Voilà, c'est important. Et depuis plusieurs années, moi, je suis engagée en tant qu'entrepreneur pour l'outre-mer et particulièrement pour les Antilles. Et donc, forcément, le but, c'est de faire émerger une communauté d'entrepreneurs qui soit soudée, où avec la solidarité et la bienveillance, je pense que c'est important. C'est ce qui parfois nous manque par rapport à d'autres communautés. C'est d'avoir cette idée de travailler ensemble. Si on est nombreux à émerger, on peut créer une vraie force de frappe. Et donc, c'est important de travailler en essaim, en fait, comme des abeilles. Ok, bah, dis donc, magnifique. Merci Joséphine pour ce témoignage. Et en plus, vos histoires se recoupent. Moi, je voulais revenir à un point, Shirley, que tu as évoqué, parce que souvent, c'est un frein. En tout cas, moi, ça a été vraiment le frein. Je me rappelle, quand j'étais au Brésil, j'avais un bon poste, je travaillais chez un opérateur de télécom, j'avais tout ce qu'il fallait. Et du coup, effectivement, l'idée de se dire de couper le cordon, de quitter ce qui est plus ou moins écrit, et tu le disais, Joséphine, c'était quand même un frein énorme. Toi, Shirley, tu disais que tu t'es lancé sans filet. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Et en plus, juste pour terminer, ce qui est assez fort dans ton business, c'est que pour moi, c'est quand même un business qui a une forte demande capitalistique. C'est que tu es dans de la recherche, il y a de l'investissement, etc. C'est pas que de la puissance de cerveau. Donc, comment tu as approché un peu cette gestion du risque? Est-ce que c'est vraiment que tu ne pouvais plus du tout faire marche arrière? Voilà, dis-nous un petit peu, partage-nous un petit peu ça. Bon, alors déjà, si j'avais su que ce serait si dur, peut-être que j'aurais réfléchi avant. Parce que vraiment, être entrepreneur, je pense qu'il faut être vraiment, vraiment fou parce que il n'y a plus de repères, vous dormez plus, vous prenez plus de vacances, la vie, c'est fini. Mais par contre, c'est passionnant et super intéressant. Non, en fait, j'ai pas complètement été sans filet. Bon, déjà, quand j'ai démarré ma boîte, j'étais au chômage. Donc, moi, j'ai une approche. Moi, je venais de la gestion de projet, de la gestion de boîte. Donc, les dossiers, c'est vraiment ma force, je pense. Donc, j'ai démarré quand j'ai été sûre de m'être sécurisée au moins 3 ans. C'est comme ça que j'ai fonctionné, en fait. Sauf que je ne pensais pas que ça durerait si longtemps. Hein. Mais bon. Mais en gros, moi, j'ai fait un parcours assez classique. Hein. C'est-à-dire que j'avais mes droits acédiques, ce qui fait que j'ai capitalisé 1 an de mes droits. Et comme je gagnais très, très bien ma vie, j'ai quand même eu un capital qui était quand même intéressant.
puisque je n'avais encore une fois pas 1 euro à titre personnel. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai regardé ce que la France, l'Europe ou même la Martinique pouvaient financer en termes de programmes de recherche. Et donc, pour le coup, être français, c'est vraiment un avantage parce que la France accompagne beaucoup les porteurs de projets, notamment dans la recherche. Et ce qui fait que j'ai une doctorante, donc il y a des dispositifs CIFRE qui m'ont financé une partie de son salaire. J'ai été très vite cofinancée par la région Martinique. Bon, alors après, cofinancer, il faut faire attention parce qu'il faut avoir le cash pour après être remboursé. Donc, c'est aussi une prise de risque. Et donc, c'est constamment jouer avec ce besoin en cash et après se faire rembourser. Mais bon, de toute façon, une fois que vous êtes lancé, vous trouvez des solutions. En fait, c'est ça le truc, c'est que vous devenez hyper agile en réalité. Et sachant que j'ai pas vraiment fait de levée de fonds depuis que j'ai démarré ma boîte parce que déjà peu de fonds investissent en outre-mer, ça c'est une réalité. Moi, je travaille quand même sur la gestion de déchets agricoles de la filière banane. Alors, pour un investisseur français, la banane, ça va pas forcément lui parler. En plus, il y a quand même il y a 10 ans, des démarches éco-responsables. En plus, moi, je fais du bio. Je fais que de la chimie verte, c'est-à-dire sans solvant chimique, avec une vraie volonté d'un capitalisme inclusif. Mais c'était pas du tout à la mode. Hein. Maintenant, oui, mais c'était pas fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on prenait pour une farfelue, en fait. Mais moi, je venais d'une famille de gens très engagés, avec des parents engagés. Ça me paraissait normal, moi, de faire quelque chose pour l'environnement. Pour faire du business, mais du business pour l'environnement aussi. Donc, ce que j'ai fait par contre, et ce qui je pense est super important, à défaut d'avoir levé des fonds, c'est que je me suis fait beaucoup mentorer. Joséphine parlait de la station F. Moi, j'ai eu la chance d'être à la station F, mais parce que pour le coup, j'ai été hyper active avec Daniel Yerso pour justement monter ce programme pour accompagner d'autres porteurs de projets. J'ai après switché sur le programme L'Oréal. Après, je me suis fait mentorer par Maintenant, je travaille qu'avec des programmes américains. J'étais dans le programme de Google, j'étais dans le programme Unreasonable, j'ai été dans un autre programme pour des entrepreneurs au niveau international. Là, je suis en finale d'un autre programme de mentoring à New York. Pour le coup, le mentoring, je cherche plutôt maintenant aux États-Unis parce que je trouve qu'en fait, on n'y pense pas, mais le marché américain, il nous est presque plus favorable que le marché français. Et donc, et je trouve aussi que les Américains ont une ouverture d'esprit et une dimension de business qui n'a rien à voir avec les Français. Et donc, il n'y a pas de préjugés sur vos origines, le business que vous faites. C'est tellement plus simple de faire du business avec les États-Unis qu'avec la France. Il faut qu'on se justifie. Par moins de temps. Surtout sur le fait qu'on est antillais ou qu'on est de couleur, ou on vous tire toujours vers le bas, alors qu'aux États-Unis, c'est plus inspirationnel. Donc, moi, le mentoring, ça m'a énormément aidé. Je suppose, Joséphine, que tu avais fait aussi les jeudis de la stratégie avec Xavier Fontanet. Pour le coup, c'est une association que j'ai fondée avec Xavier Fontanet et Daniel Yerso, où on a des mentors qui viennent nous accompagner sur de la vision stratégique d'entreprise à l'export. Et si j'avais pas eu ça, venant pas d'une famille d'entrepreneurs, je n'aurais pas tenu si longtemps. Avoir un écosystème autour de vous, c'est quand même super important. Donc, j'ai pas démarré sans filet. J'en avais quand même un puisque j'avais mes acédiques pendant 1 an, en fait. Et j'avais organisé le financement de ma société sur ces dépenses de recherche. Encore une fois, nous, on fait la recherche. Et aujourd'hui, il y a tellement de dispositifs pour vous aider. Avec le crowdfunding, il y a tellement de dispositifs qui n'existaient pas il y a 10 ans quand j'ai créé ma société. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choix dans le financement à un certain stade. Après, c'est plus difficile. OK. Bon. Dis donc, énormément d'informations pour le coup. Alors, je regarde si on a des questions. Oui, il y avait Aurore, voilà, choisir ses associés. Ah oui, d'accord. Ben, en effet. Alors, donc Aurore, effectivement. Donc, voilà. Donc, Aurore demandait comment effectivement les conseils pour choisir ses associés. Donc, tu étais pingé, Joséphine, mais peut-être que Shirley aussi voudra réagir sur ça. Ben moi, alors les associés, c'est fondamental, hein, clairement, c'est fondamental. C'est une question qui est complexe. C'est une question qui est très complexe. Moi, aujourd'hui, j'ai un associé. Quand vous faites une société qu'elle marche, en tout cas, vous avez beaucoup de personnes qui veulent s'associer à vous. Des propositions de partenariat ou de rentrer en association dans des sociétés, moi, j'en reçois très régulièrement.
Aujourd'hui, voilà, moi, la partie associée, c'est une partie très délicate, honnêtement. Un associé, c'est pas l'objet de la journée, de la soirée d'aujourd'hui, pardon, mais en tout cas, précaution. Pour moi, attention. Il faut être aligné, il faut être complémentaire. Faut avoir pour moi la même vision. La vision, elle peut changer. Pour moi, il faut aussi se dire que quand ça va pas, il faut savoir aussi se séparer de ses associés. Et ce n'est pas la fin du monde, ça se fait. C'est juste une transaction juridique et aussi financière, hein, voilà. Mais il faut pas attendre que ça pourrisse, on va dire ça comme ça. Donc il faut se dire que l'association, c'est pas illimité, c'est pas ça peut avoir une durée de vie avec une durée de fin, durée de validité, on va dire. Donc voilà. Donc mais avec plaisir pour échanger à partir sur ce point précis et fondamental. Ok. Charlie, tu as un point sur ça. Toi, tu es parti seul. Je suis d'accord. Je suis partie seule. Je suis d'accord avec Joséphine. Ouais. C'est un sujet à part entière qui mériterait un autre webinaire. En fait. Alors, pour information, moi, il y a quelques années, en 2016, j'ai fait le choix volontairement de faire rentrer tous les planteurs de bananes dans mon capital, de façon minoritaire, mais dans mon capital, parce que pour moi, c'est ma vision du développement. Pour moi, si on doit faire du business aux Antilles, il faut qu'on fasse des business plus ambitieux et avec un écosystème plus fort, parce que nos concurrents, c'est pas nous-mêmes, c'est pas entre Guadeloupe, Martinique, c'est même pas avec la France, c'est le monde entier. Et si on veut avoir une dimension internationale, il faut, je pense, penser à structurer sa société et donc ses partenaires avec une vision plus ambitieuse et plus grande. Et puis, je trouve aussi que moi, j'ai une vision d'un capitalisme plus inclusif. Moi, je voulais pas faire une boîte que pour moi. Je voulais faire une boîte qui aide mon peuple, entre guillemets. Et donc, je trouvais normal de travailler avec la filière banane, qui sont mes fournisseurs quand même de mes ingrédients, enfin de mes matières premières, et pour qu'on puisse avancer dans la même direction. Alors, c'est un choix un peu fou et un peu qui est pas simple, mais c'est ma vision que j'ai moi d'un capitalisme inclusif pour nos petits territoires. Ok. Écoute, c'est passionnant. Alors, effectivement, revenons sur le thème au moment où on est en train de faire cette transition. Et puis surtout, ce qui est super, c'est que vous pouvez faire le retour en arrière pour potentiellement faire l'analyse, pour se dire qu'est-ce que vous avez fait que vous referiez potentiellement de la même façon et qu'est-ce que vous avez fait que vous auriez peut-être fait différemment. Shirley, je trouvais que c'était hyper inspirant ce que tu disais sur la capacité à rapidement s'entourer. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent hyper importants dans les premières semaines, dans les premiers mois de cet entrepreneuriat? Parce que, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu quand je me suis lancé, c'est que j'avais l'horloge qui j'entendais tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tous les jours, je me disais, bon, il faut que je fasse les bons choix et il faut que je prenne les bonnes décisions. Et donc, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur cela. Alors, ça demande un petit peu de flashback, de retour en arrière, mais pour vous, par rapport à tous ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent qu'ils vont se lancer. Voilà, c'est quoi les fondamentaux au départ quand on se lance? Il y a peut-être des choses potentiellement qui sont différentes, mais il y a peut-être des choses où c'est strictement nécessaire de les faire. Oui, je pense qu'il y a une part de prérequis qui sont de l'ordre de l'organisation, et après, il y a des choses qui sont de l'ordre des opportunités qu'il ne faut pas rater. En fait, donc typiquement, quand vous voulez créer votre société, il faut vous faire accompagner, c'est vraiment important. Et maintenant, vous avez beaucoup de choses, vous avez Réseau Entreprendre, enfin, vous avez plein d'incubateurs qui vous aident à construire votre projet. Et ça, c'est assez incroyable, donc il ne faut pas hésiter de parler de son projet, parce que si vous n'en parlez pas, on ne peut pas vous aider. Même si on a tendance à avoir peur aux Antilles que si on parle, on va se faire piquer son idée, c'est pas faux, ça peut être vrai. Mais en fait, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir à qui on parlait et puis de pas tout dire. En fait, faut pas dire le nerf de la guerre, mais il faut en tout cas au moins expliquer c'est quoi votre projet dans sa globalité. Une fois que vous l'avez déposé, là où il faut le déposer. Mais se faire accompagner au départ, c'est super important. Toujours avoir dans son agenda, dans son téléphone, un avocat, un expert comptable. Il y a des métiers comme ça que vous devez avoir autour de vous. Si vous avez des marques, il faut protéger votre marque. Enfin,
il y a plein de prérequis, un cahier des charges ou une to-do list qu'il faut checker. Et puis après, dans votre parcours, il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre du pas concret du tout. Moi, je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il y a 4 ans, je crois que j'avais envie d'arrêter. J'étais fatiguée. J'ai parfois des difficultés qui sont même des fois des difficultés qui parfois vous paraissent insurmontables. Et je me souviens toujours à la station F avec un des membres de notre groupe, Joséphine, qui avait Afrobytes. Et en fait, qui me dit, Shirley, tu devrais venir avec nous aux États-Unis. Tu verras, ça bouge beaucoup. On va te faire. C'est un congrès sur le financement des projets Black Owned, en fait. Black Owned, yeah. Voilà. Et donc, moi, je me dis, bon, allez, il me reste de quoi payer le billet, l'hôtel. Allez. Je me dis, j'y vais. Et après, je ferme ma boîte, c'est bon, j'arrête. J'étais dans cet état d'esprit, en fait, en mode, c'est pas grave. Je vais vivre l'expérience. Et pour le coup, j'arrive avec eux à San Francisco. Et dans le hall de l'hôtel, je parle avec un gars très sympa. Il est érythréen. Moi, je suis née à Djibouti, donc on papote, on parle de l'Afrique. Et puis, il me dit qu'il travaille pour Johnson & Johnson. Moi, je dis, je connais Johnson. Moi, j'ai distribué rock en Martinique par la fille complètement naïve. Et on arrive à l'event et il y a un type qui vient me voir, un Allemand, il fait, Shirley, tu sais à qui tu viens de parler? Moi, je fais non, à qui? Je sais pas, moi. Et il me dit, t'as pris sa carte? Je fais non, je lui ai donné à lui. Il fait, Shirley, on est européens. Je vais te donner un conseil. Tu lèves ton petit cul, tu vas lui donner ta carte, tu vas prendre sa carte de visite. Et en fait, je regarde et le mec, c'était l'invité d'honneur. C'était le conseiller du président de Johnson & Johnson Monde. Et moi, je le connaissais pas en fait. Et donc pour le coup, c'est devenu mon partenaire aux États-Unis. Et moi, j'étais de tension. J'allais rester sagement sur ma chaise, à pas oser parler. En plus, notre amie commun Joséphine m'avait pas dit que j'étais speaker. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à expliquer devant tout le monde en anglais. Alors, j'étais la seule francophone. Bon, pour le coup, j'y suis allée parce que moi, je suis complètement folle. Et donc, j'y suis allée. Et en fait, j'ai fait des super contacts. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire, c'est que en fait, il y a des choses que vous pouvez prévoir et organiser et des choses qui ne sont pas du tout dans votre ligne de vie, quoi. C'est des rencontres. Et si vous n'êtes pas aware, ben, vous ne les voyez pas. Et donc, je pense qu'il faut vous créer constamment des opportunités de rencontrer des gens ou du business. Donc, il faut aller à la rencontre des gens, parler, ne pas hésiter si on vous propose d'aller quelque part d'y aller parce qu'on vous voyez, c'est comme hier, Manuel. Tu m'envoies un message sur LinkedIn. Moi, normalement, pendant 3 jours, je suis sur un salon avec le magazine Voici. Et il se trouve que je suis pas allée cet après, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, je vois qu'il y a Joséphine que j'ai pas vue depuis un moment, que j'adore. Et je me dis, voilà, ça, c'est la vie. C'est un truc pas prévu, mais qui, en fait… C'est clair. Voilà. C'est clair. Ouais. Bon, ça va. Les gens qui me connaissent savent que j'ose et j'ai une bonne étoile. Donc, quand j'ai regardé mon téléphone ce matin, je me suis dit, j'espère qu'elle va dire oui. Bon, j'étais quand même super content, mais j'avoue que j'ai vu tourner ma bonne étoile, donc j'avais confiance. Bon, mais c'est génial. Joséphine, est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ce que Shirley a dit sur un petit peu ce qui te paraît fondamental au moment de la transition et puis des petites choses que toi, tu as pu vivre que tu attendais pas et qui potentiellement ont été vraiment un tournant dans cette phase d'entrepreneuriat. Bon, Shirley a dit énormément de choses, hein, donc je vais essayer de compléter un tout petit peu. Donc moi, par rapport à l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est ma vision personnelle, c'est que souvent, les entrepreneurs, on est accrochés à notre bouée, là, la société, comme si c'était notre bébé. Et en fait, pour accompagner des entreprises, des entrepreneurs, et moi-même étant entrepreneur, ayant eu plusieurs entreprises aussi, il faut, pour moi, ne pas avoir ce sentimentalisme parce que des fois, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir trancher. Il faut être bien accompagné. Donc, votre avocat, ça doit être votre meilleur ami. Moi, mes avocats, ce sont mes copains, ce sont mes potes, voilà. Et pourtant, ils sont dans un des plus grands cabinets d'avocats de Paris, mais parce que on a besoin d'un avocat. Quand on fait du vrai business, on a besoin d'un avocat. Votre avocat, votre expert comptable, ça doit être votre meilleur ami. Donc, parce que sinon, ça peut être très, très, très vite compliqué. Donc, après, saisir les opportunités, etc., pas de souci. Ça, c'est clair. Et il faut avoir cette intelligence relationnelle qui vous permet, en fait, déjà
de pas vous mettre vous-même sur un piédestal, de respecter tout le monde. Et en tout cas, les gens qui me connaissent savent vraiment que j'y prête une attention et une importance infinie, parce que les personnes qui pèsent le plus lourd, bah, comme l'a expliqué tout de suite Shirley, la plupart du temps, ce sont les personnes les plus humbles, les plus simples, et vous pouvez très facilement passer à côté d'eux si vous n'avez pas cette intuition, voilà. Et donc, soyez ouverts avec tout le monde, saisissez toutes les opportunités, ça c'est hyper important. Et puis après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on est entrepreneur, il faut savoir se réinventer, il faut savoir pivoter, il faut savoir très vite se réorganiser. Il faut pas se dire, bon, ok, moi j'avais prévu comme ça, ma stratégie elle est comme ça, mon business plan c'était ça, et puis j'ai mis 10 en quantité, et puis finalement, bon, bah, j'en ai vendu que 5. Bah écoute, c'est pas grave. Tu en vendras 5, tu les vendras très très bien, tu vas faire des super feedbacks, and then tu vas en vendre 10 la prochaine fois. Et la prochaine fois, tu seras sold out. Et la prochaine fois, bah, tu seras en précommande. Voilà. Tout pour dire, je donne un exemple tout simple, mais pour dire que vraiment, il faut être très flexible quand on est entrepreneur. Si vous êtes arc-bouté sur ce que vous avez décidé, etc., bah, la vie vous montrera que ce n'est pas ça d'être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est savoir prendre des décisions au bon moment, c'est savoir se repositionner quand il faut, c'est savoir trancher quand il faut, c'est savoir aussi fermer une entreprise quand il faut, parce que c'est du pénal, je le rappelle, d'accord ? Pas être là et puis ne pas pouvoir payer ses fournisseurs, ses employés, ses charges, etc. D'accord ? Il faut savoir être responsable. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ça peut être beaucoup de l'opportunité, mais après, il faut quand même se structurer. Si on veut aller loin, aujourd'hui, vous avez Charlie Bio en face de vous. Ce n'est pas n'importe qui, tout le monde la connaît. Aujourd'hui, elle se développe sur les États-Unis. C'est pas simple. Sur l'Asie, ce n'est pas simple non plus. Sur la France, c'est encore moins simple. Et pourtant, c'est a priori notre territoire de prédilection. Donc, voilà, ce sont mes petits conseils, si je peux en donner. Ok, bon, c'est super intéressant. Moi, j'ai tout noté. Je vais garder ça aussi pour moi et pour la communauté, on partage. Il y a un point, potentiellement, en tout cas, que moi, je vois quand les salariés réfléchissent à l'entrepreneuriat. Donc, il y a le fait d'avoir peur de se lancer parce que potentiellement, on a déjà une situation qu'on maîtrise alors qu'on se lance complètement dans le vide. Et puis, il y a le fait qu'on se dise qu'on n'a pas du tout le mode d'emploi pour être entrepreneur, qu'on se dise « Waouh, mais en fait, il va falloir que j'apprenne potentiellement à faire de la comptabilité. » Alors, si c'était son métier de départ, on se dit qu'on va y arriver, mais il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre le marketing, il faut apprendre potentiellement la logistique, etc. Vous, comment vous avez appréhendé cela? Comment on fait pour comprendre c'est quoi les batailles du quotidien quand on se lance? Comment on sait qu'on va dans la bonne direction? Comment on sait? Alors tu dis Joséphine, il ne faut pas s'entêter, mais est-ce qu'on est sûr en fait, qu'on avance dans le bon sens et qu'on n'est pas en train de reculer? Voilà, c'est quoi? Alors je sais que c'est des questions difficiles, mais c'est quoi vos petites astuces, des petits conseils qui permettraient aux personnes qui vont se lancer de tout de suite en fait prendre la bonne direction, prendre les bonnes décisions dès le départ? C'est difficile hein, de savoir si on prend la bonne décision quand on la prend. On essaie de prendre la meilleure décision dans le contexte qu'on vit au moment où on le vit. C'est facile de donner des leçons après ou de regarder ce qu'on aurait pu mieux faire. Honnêtement, en réalité, on navigue parfois à vue. On est obligé d'être. Regardez avec le Covid, on a dû, en tant qu'entrepreneur, on a dû s'ajuster très très vite. Il n'y a pas honnêtement, il n'y a pas d'école et il n'y a pas de règles. En réalité, les seules règles, Joséphine le disait très bien, c'est les règles fiscales, sociales, c'est toute la compta, c'est quand on a des marques, c'est le droit des marques, c'est le droit des contrats, c'est cet aspect-là qui est vraiment que vous pouvez entre guillemets contrôler. Et le reste, vous l'apprenez sur le tas. Moi, je venais pas du monde de la beauté, j'y connaissais rien en beauté. Par contre, j'avais géré des boîtes, j'avais géré des projets, donc moi, je savais gérer une société au quotidien. Ce que je ne savais pas faire, par contre, c'est que j'avais jamais géré. En fait, je gérais un budget de quelqu'un qui mettait de l'argent à disposition. C'est pas du tout pareil quand c'est vous trouvez votre budget, en fait. Il y a une chose qui est, et elle le disait Joséphine, c'est on est responsable.
Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on est entrepreneur, même si vos prestataires font des erreurs, vous êtes responsable. Donc, il y a une chose que vous apprenez très vite, c'est que vous devez tout contrôler. Vous devez vous impliquer dans tout. C'est un travail incroyable. Moi, maintenant, je lis tous les contrats. Je lis vraiment, vraiment tout. Je ne suis pas devenue paranoïaque, mais presque. Il faut essayer d'anticiper. En fait, on fait de la gestion de risque. Je pense que c'est ça. Ouais. Après, c'est ça. Après, moi, je fais de la cosmétique. Donc, forcément, mes produits sont aux normes. Quand je formule un produit, je fais en sorte qu'il soit aux normes pour pouvoir le commercialiser dans tous les pays sans avoir de problème. Donc, il faut toujours anticiper une vision internationale, ce que n'ont pas forcément les gens. Moi, je donnerais peut-être juste un conseil, c'est si vous pensez votre business petit, essayez juste d'anticiper que peut-être qu'il pourra grandir pour prendre des décisions qui vous gêneront peut-être pas après à scaler votre activité. Par exemple, si vous avez une marque, pensez à la déposer. Pas juste en France, mais pensez à la déposer au niveau européen et dans des pays stratégiques où on sait qu'ils vous copient. Voilà. Quand vous créez une société, pensez à prendre vos noms de domaine, par exemple, ou vos réseaux sociaux, en fait. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut anticiper pour plus tard. Mais après, jusqu'à maintenant, j'apprends des choses constamment. Et ce qui peut vous sauver, c'est le réseau. C'est parce qu'il faut parler avec d'autres personnes. Moi, honnêtement, j'échange beaucoup avec d'autres personnes. Quand j'ai un moment de doute, je parle avec d'autres entrepreneurs et je lui dis, toi, tu aurais fait quoi? Et j'écoute beaucoup les conseils parce qu'on n'a pas la science, c'est pas facile de savoir comment faire. Et moi, je demande toujours conseil. Moi, je suis dans des groupes d'entrepreneurs de la beauté et on se parle entre nous, par exemple, même si on est, entre guillemets, concurrents, mais on s'aide quand même entre nous. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, si vous êtes seul, c'est trop dur. Il faut avoir autour de vous un écosystème bienveillant, sinon c'est vraiment difficile. Tout à fait. Joséphine, Donc, pas facile de passer après Charlie, elle a bien ouais, non, c'est ça, tu vois. La grande, tu vois, t'as mis le niveau de cerveau là ce soir. Et puis il faut être ambitieux. Moi, mes mentors, c'est des patrons de grands groupes internationaux. C'est incroyable. Il faut chercher le meilleur du meilleur. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais alors, pareil, moi, comme disait Shirley tout à l'heure, là, il y a une chose qui est importante quand on est entrepreneur. Déjà, personne ne vous attend. N'oubliez jamais ce point de vue. Donc, ayez cette humilité de vous dire déjà que vous pouvez toujours apprendre et de n'importe qui. Quand vous avez besoin de quelque chose, il faut taper aux portes qui peuvent vous aider. Et puis après, moi, comme je dis aussi souvent, souvent nous autres noirs, on se dit la porte là, elle est fermée, je pourrais jamais l'ouvrir. Donc alors on a des gens autour de nous du type de Daniel Herso qui vont, la porte elle est blindée, mais ils vont passer. Donc vous pouvez appeler ce genre de personnes. Mais il faut aussi juste essayer d'ouvrir la porte et vous dire peut-être qu'elle est ouverte. Et ça, souvent, malheureusement, nous, on ne le fait pas parce qu'on se met nos propres barrières. On se dit, cette personne-là ne va jamais me répondre. Alors que pourtant, des fois, les personnes les mieux placées sont très accessibles, peuvent être accessibles. Il faut arriver à avoir leur contact, mais peuvent être accessibles et peuvent vous aider. Donc moi, c'est vraiment ce que je peux conseiller. Après, autre chose pour peut-être un petit peu recaler aussi sur mon parcours, et du coup, ton thème aujourd'hui, Manuel, c'est le fait de se dire, si ça ne marche pas, ou si j'ai un problème, ou s'il faut que je fasse une pause, est-ce que c'est la fin du monde? Eh bien non, c'est pas la fin du monde. Moi, j'en suis la preuve. Au moment où j'étais comme ça, mais vraiment comme ça, ou comme ça même, je sais pas, où j'allais faire une tournée justement aux États-Unis, où j'avais quasiment signé tous les contrats avec le groupe Westfield, qui est, vous voyez ici 4 temps, etc. Ça appartient à Westfield, ici en France, excusez-moi, métropolitaine, et puis aux États-Unis, donc c'est les grands malls, etc. Donc j'avais vraiment signé ce partenariat avec la région Guadeloupe, etc. Bon, bref. On venait de terminer la route du Rhum, donc voilà, vraiment, comme je vous dis, vraiment sur la pente. Et puis, il y a des événements de la vie qui font que vous pouvez perdre quelqu'un, vous pouvez avoir une maladie, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer dans votre vie, en fait, qui vont impacter votre business. Et à ce moment-là, encore une fois, il faut avoir la sagesse de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on fait une pause. Peut-être que c'est nécessaire et ce n'est pas la fin du monde. Et on peut toujours retourner vers le salariat, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire au moment où j'ai dû faire une pause, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai un grand groupe qui m'a contacté,
qui m'a dit, bon, on a vraiment besoin de vous. J'ai dit, non, mais c'était un groupe dans l'aéronautique à l'époque. Et quelques-uns qui sont présents sur cette salle aujourd'hui pourront en témoigner. J'ai dit, non, mais j'ai rigolé, quoi. J'ai dit aux gens, mais... Enfin, aéronautique, je suis spécialisée en agroalimentaire. Vous me parlez d'aéronautique. Ils m'ont dit, non, mais on a besoin de vos compétences techniques. Du coup, j'ai saisi l'opportunité. Et du coup, j'ai développé une expertise notamment dans les logiciels. Donc, un peu comme Charlie, on a beaucoup de points communs. Et donc, bon, voilà, j'ai développé une expertise certaine sur un logiciel qui est assez peu répandu. Et du coup, ils m'ont appelé vraiment pour des compétences techniques. Et j'ai été débauchée dernièrement par un autre groupe de cosmétiques, donc dans l'industrie cosmétique. Voilà, et j'ai saisi l'opportunité. Et je me suis dit quoi? Je me suis pas dit, parce que tout le monde m'a dit oui, mais toi, ça fait des années que tu es entrepreneur. Je vous ai dit, j'ai monté ma première société, j'avais 25 ans. Donc, je vous dirai pas mon âge, mais j'en ai en tout cas beaucoup plus aujourd'hui. Et je me suis pas dit non, mais c'est la fin du monde. Toi, tu es connue comme étant une entrepreneur, tu pourras plus jamais avoir d'entreprise. Non, je me suis dit, c'est la vie. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. On fait une pause. Aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. J'ai encore un carnet d'adresses qui s'est amplifié. Je suis fière aussi d'avoir les responsabilités que j'ai au sein de l'entreprise dans laquelle j'évolue. Et pendant le Covid... Elle le dit pas, elle bosse pour Clarence. Je viens de le voir sur LinkedIn, je savais même pas. T'abuses. On était entre nous, là. T'abuses. Bon, ben, tu m'avais rien dit. On a pu passer 1 heure tranquille, mais là, ouais. Ah, ça commence là. Je vais jouer les modérateurs. Ouais, joue les modérateurs parce qu'il y a des gens qui perturbent pas. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas la fin du monde. Vous montez une boîte, vous êtes dans une entreprise, ça se passe très bien. Pour des raisons bien réfléchies, vous décidez de quitter cette entreprise parce que bon, il faut quand même, il faut quand même être responsable dans la vie. Vous avez des loyers à payer, il y a des choses à faire. Moi, l'idée c'est pas de se dire, ok, Shirley, elle fait le tour des États-Unis, c'est super. Joséphine, elle est allée là à New York rencontrer Westfield. C'est non, attention, c'est difficile. Il faut faire des vrais choix. Il faut être responsable parce que derrière, vous avez certainement des charges. Vous aurez après des employés parce que vous ne pouvez pas vous développer tout seul. Il y a quand même des choses où il faut faire attention. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça du jour au lendemain et dire « Ok, allez, je quitte tout ». Donc, il y en a qui le font, mais vous avez des matelas derrière. Vous avez certainement des économies. Moi, c'était mon cas. Moi, j'avais déjà également commencé l'entreprise. Il y avait déjà une partie de l'entreprise qui marchait qui n'avait pas forcément besoin de moi au départ. Donc il faut toujours avoir une stratégie et il faut toujours le faire de manière structurée. Et après, pas de pas de procrastination. Ça, c'est hyper important. Ce que vous pouvez faire en 5 minutes, faites-le tout de suite parce que si vous le reportez à la semaine prochaine, voilà, c'est fini. Et puis, soyez extrêmement organisés. Il y a tout un tas de choses qui existent aujourd'hui pour gérer au quotidien son activité. Et si vous échouez, c'est pas la fin du monde. Vous pourrez retrouver du travail. Bon, magnifique. OK. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est presque à la fin de l'échange. Il reste juste 2 minutes. Donc, déjà, merci infiniment, Shirley et Joséphine. Alors, moi, je suis bouche bée de tout ce que j'ai appris. Je pense que l'assistance également. Je voulais vous laisser la parole pour conclure. Je ne sais pas, donc, Shirley, je sais que tu es impliquée aussi dans le fait de donner un petit peu la main à la communauté. Comment ça se passe? Joséphine, peut-être que tu as des choses aussi à partager. En tout cas, je pense que vous avez tellement inspiré que les gens ont envie de potentiellement pouvoir ils peuvent savoir comment ils peuvent vous contacter ou comment ils peuvent aspirer encore un petit peu d'inspiration. Donc, dites-nous ça. Non, vas-y, à chaque fois, j'ai commencé. Allez, c'est toi. Allez, Joséphine. Moi, du coup, donc aujourd'hui, je suis de nouveau salariée avec, en effet, une carrière rassurante devant moi. Et prometteuse, plus que prometteuse. Prometteuse, rassurante, etc. Donc oui, voilà. Mais par contre, pendant le Covid, comme tout le monde, j'avais un peu plus de temps que d'habitude. Donc du coup, la piqûre de l'entrepreneuriat m'a repris. Donc j'ai relancé tranquillement mes activités.
Et donc, voilà, donc j'arrive avec un projet, enfin, j'ai pivoté un petit peu ce que je faisais avant. Et donc, j'arrive avec surtout une très grosse équipe derrière, avec quelque chose de sympa. Et puis, voilà, là, je commence un tout petit peu à sortir de l'ombre. C'est mon premier webinaire, hein, je fais jamais de webinaire. Je suis vraiment quelqu'un du back office. Et voilà, donc, mais bientôt, vous verrez des choses intéressantes. Voilà. Je vous en dis pas plus. Super. Bon, ben, magnifique, merci beaucoup. Alors, Shirley, tu avais juste une petite question aussi sur le fait que tu implémentes ton business en Afrique. Ben, je vois que tu es en train de répondre. Et puis, du coup, j'ai pas répondu sur l'Afrique, mais bon, pour le coup, nous, on se développe. Nos deux marchés principaux, on a des marchés mineurs, mais les deux marchés principaux, c'est les États-Unis et la Chine. C'est un peu nos priorités. Puis, je travaille sur un projet aussi industriel en Martinique. Voilà, donc pas mal de choses sur lesquelles je travaille. L'entrepreneuriat, pour le coup, moi, ça m'absorbe complètement. J'espère pouvoir mener à bien tous mes projets. Après, comme disait Joséphine, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Voilà. Yes. J'aurais donné le meilleur de moi. Et si ça ne marche pas, si j'ai pas assez de thunes, ben c'est la vie. C'est pas grave, je ferai autre chose. Exactement. OK. Bon, ben merci beaucoup, Shirley et Joséphine. Je suis sûr qu'on avait beaucoup de questions. Alors, comme on a vu qu'il y avait plein de thématiques qu'on n'a pas pu traiter, potentiellement que je vais retenter ma chance un jour pour vous réinviter sur ces problématiques qu'on n'a pas pu Avec traiter. plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté au pied levé voilà, de participer à ce webinaire. Beaucoup de gens témoignent pour dire que ça a été très inspirant pour eux. Ça l'a été pour moi. Donc, encore merci. Alors, pour tous ceux qui sont connectés, vous allez recevoir le replay automatiquement. Et je réponds, alors, qui est-ce qui m'avait sollicité? Voilà, c'était Days, je crois. On va trouver une façon pour que tu aies aussi le replay. Je vais l'enregistrer, je t'enverrai. Voilà, donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci infiniment. Passez de bonnes fêtes. Voilà, bonne fête de fin d'année à tout le monde. C'est ça. OK. Allez, bye bye tout le monde. Merci. À Au revoir. Bye bye, à bientôt. Je t'appelle, Joséphine.